Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout. Sur notre blog, bien sûr, parents-voyageurs.fr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est la rentrée du podcast. Nous commençons la 5e saison du podcast de Parents Voyageurs. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous avez bien profité, que vous avez voyagé, que vous avez découvert des jolis endroits et que vous avez créé de chouettes souvenirs en famille. Pour cette nouvelle saison, je commence avec un épisode de circonstances puisque nous allons partir à l'école. Oui, mais vous vous en doutez, pas n'importe quelle école. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore. Aurore et sa famille ont fait un tour du monde entre 2021 et 2022. Et en cours de voyage, ils sont devenus ambassadeurs. Ambassadeurs, mais qu'est-ce donc ? Si vous avez écouté l'épisode diffusé dans la saison 4 avec Stéphane de l'association United Schools, vous savez de quoi je veux parler. On vous explique tout ça avec Aurore dans l'épisode qui vient. Elle va nous raconter comment on peut partir à la rencontre d'écoles pendant un tour du monde, pendant un voyage quelconque d'ailleurs, dans un pays étranger. De chouettes rencontres en perspective, beaucoup d'émotions. C'est tout ce que va nous raconter Aurore. Je vous laisse écouter ce nouvel épisode. Bonjour Aurore, je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de Parents Voyageurs. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, avec plaisir, moi aussi je suis contente. Du coup, on avait discuté un petit peu sur Insta. On va parler aujourd'hui de United Schools et du programme Ambassadeurs. Donc, pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode numéro 119, il faut absolument l'écouter pour savoir de quoi on parle. Mais bon, il n'y aura pas d'ordre. Vous pouvez écouter celui-ci avec Aurore avant l'autre, pas d'importance. Mais donc, ça fait suite. Donc, United Schools, c'est une association qui vise à mettre des écoles du monde en relation autour de valeurs communes d'éco-citoyenneté. Et donc, j'avais interviewé le cofondateur de l'association. Et donc, aujourd'hui, nous avons Aurore qui va nous présenter dans un instant sa petite famille, mais qui a donc été ambassadeur pendant un voyage au long cours. Aurore, je te laisse te présenter. Alors, merci. Donc, Aurore, donc moi, je suis mariée avec Axel et on a 2 filles alors aujourd'hui, bientôt 8 ans et 11 ans pour Charlotte, la plus grande. Et on revient, alors mine de rien, maintenant ça fait quand même déjà 9 mois, mais on revient d'un tour du monde qu'on a fait entre l'été 2021 et l'été 2022. Donc voilà, nos filles avaient 6 ans et 10 ans à l'époque. Ouais, ok. Voilà, on est parisiens et on est surtout des amoureux du voyage. Je crois que vous êtes un petit peu tombés dans la marmite Ouais. assez jeune, il me semble. Ouais. Et donc, vous poursuivez ça avec vos 2 filles. Oui. Est-ce que tu peux rapidement nous en dire un petit peu plus de votre projet de tour du monde ? Qu'est-ce qui vous a conduit à partir en tour du monde ? Un peu, quelle couleur vous avez donné à votre voyage ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors, ce voyage, il est né un peu d'un coup. C'est pas quelque chose qui avait été très, très anticipé dans notre vie. On a toujours adoré voyager. On attendait toujours nos vacances d'été avec impatience. Et finalement, il est arrivé un peu du jour au lendemain, un retour de voyage en se disant c'est trop court et comment on peut faire que la prochaine fois ce soit un peu plus long. Alors, on a réussi à faire un passé de 3 semaines à 1 an, ce qui est pas mal. Et en fait, l'idée est venue un peu spontanément comme ça de se dire et si on partait à 1 an quoi. Est-ce que c'est vraiment infaisable ou pas ? On a sorti un papier, on a écrit les trucs dans les colonnes plus et moins et en fait on s'est rendu compte que finalement ça avait pas l'air si insurmontable que ça et voilà, et l'envie de ce voyage elle est née comme ça et
Et elle a fait que croître, je dirais, parce que donc nous, on a eu envie de partir. Ce désir, il est arrivé en 2019. On devait partir au moment où le Covid est arrivé. Et loin de nous couper les pattes, entre guillemets, même si on a dû décaler dans le temps, ça n'a fait que renforcer l'envie qu'on avait de partir pour, je dirais, profiter plus de la vie, puisqu'on s'est quand même rendu compte que tout pouvait basculer du jour au lendemain dans le quotidien. Et puis faire un temps de pause, en fait, pour, oui, se recentrer un peu sur ce qu'on appelle l'essentiel, mais notre famille, prendre le temps de vivre parce qu'on avait l'impression de bosser comme des fous et voilà, de concentrer en fait notre plaisir sur les 3 semaines de vacances d'été et ça me semblait un peu court, quoi. Donc voilà, on s'est donné ce temps-là, on est parti, on est revenu, on a repris les choses, les enfants à l'école, mon mari le travail et puis moi je recherche maintenant. Et voilà, et ça reste une expérience évidemment formidable. Ouais, j'imagine. Écoute, je partage quand même pas mal votre ressenti, quoi. C'est vrai que les 3 semaines de vacances passent toujours hyper vite, même si on part les 5 semaines de congé dans l'année, même si on y arrive à partir, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas beaucoup par rapport à toutes les autres semaines de l'année. Donc, en effet, prendre le temps, et c'est un peu le luxe qu'on a quand on est voyageur au long cours. En fait, c'est vraiment le temps qu'on passe ensemble, la liberté. Moi, c'est ce que je retiens de notre long voyage de 2 mois. C'est vraiment pas de contrainte horaire, quoi. Vraiment un sentiment de liberté. On n'aborde pas un voyage au long cours comme nos vacances d'été où on est dans une logique d'une forme, je mets des guillemets, de rentabilité. Parce qu'on n'a que 3 semaines, donc on veut faire tel truc absolument pour en profiter à fond. Ouais. Et c'est vrai que quand on part comme ça sur des durées un peu plus longues, au final, il y a des moments où on se dit que finalement le plus important, c'est pas tant tout ce qu'on aura coché dans les cases des monuments et des paysages qu'il fallait absolument voir, mais voilà, on redonne un peu plus de temps et de valeur, je trouve, à des moments de pause où finalement on va pas faire grand chose, mais juste profiter de l'instant, mais dans un cadre qui est complètement différent de celui qu'on connaît habituellement, quoi. Ouais. C'est précieux. Et du coup, est-ce que c'est dans ce cadre-là, enfin avec cette idée-là de profiter du temps et de chercher autre chose que juste cocher des cases sur une liste de choses à voir dans le monde, que vous avez cherché une association comme United Schools, cherché un projet pour... Alors, en fait, au tout début, pas du tout. Enfin, on ne s'était pas posé vraiment de questions. On était plus dans la préparation de notre voyage et voilà, on se projetait juste dans le fait qu'on allait partir. Avec quand même ce questionnement, je dirais, mais qui n'était pas du tout mature et qui était de comment on peut donner plus de sens à ce qu'on va faire sur place. Comment on peut aider, donc voilà, il y avait ça qui germait, mais en même temps, on ne cherchait pas spécialement, on n'avait pas forcément d'idées très claires. Et puis, en préparant le voyage, on est tombé sur une vidéo justement où on voyait Stéphane et Hélène, les deux cofondateurs de l'asso, qui à l'époque parlaient pas de l'association, pas beaucoup de l'association, mais plus de leur voyage eux-mêmes. Et à l'époque, ils allaient déjà dans les écoles. Alors, je ne sais pas s'ils avaient déjà créé l'association, je ne me souviens plus, mais ils allaient déjà dans les écoles à la rencontre des enfants, les voyaient sur des moments de vie, en fait, et d'émotions. Moi, je me rappelle, ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, c'est quand même super ce qu'ils font. Ils ont réussi à allier leur désir, leur passion du voyage, leur projet, avec un autre projet en parallèle dans lequel ils s'investissent. Et enfin, voilà, leur témoignage était extrêmement touchant. Donc déjà, moi, ça m'avait un peu ébranlée. Et puis, quelques mois plus tard, on est parti à notre tour. On n'était pas encore dans l'assaut. Et finalement, en fait, j'ai vu alors, je dirais pas des publicités, mais en tout cas, j'ai vu tourner des infos sur l'assaut. Ça m'est revenu à ce moment-là.
Je me suis renseignée et j'ai pris contact avec eux en fait. Donc on était déjà en voyage, on était déjà partis. Et en échangeant avec d'autres membres de l'association, c'est à ce moment-là que le projet a commencé à se concrétiser et qu'en en parlant avec toute la famille, on s'est dit bah ouais, mais c'est vrai que c'est une chouette idée en fait. Le projet de l'asso, c'est vraiment de mettre des écoles en lien les unes avec les autres partout dans le monde, autour de valeurs qui nous parlaient à nous aussi, la famille. Et voilà. Et donc très vite, en fait, tout le monde s'est senti hyper, comment dire, sensible et mobilisé pour rentrer dans l'association, quoi. Ok, ouais, c'est chouette. Mais donc, ouais, vous étiez déjà en route. Ouais, on était déjà en route et puis c'était le début justement du programme en basse acteur. Ah oui, je voulais te le demander. Est-ce que Voilà, ça nous on a existait été déjà? la première fournée dans basse acteur. Les premiers formés, c'était vraiment voilà tout neuf. Et ça intervenait aussi à une période alors qui était un peu compliquée parce que donc on était encore moi j'ai été formée en novembre 2021. Je me revois encore me connecter sur une place à Salta en Argentine pour participer à la formation. Et en fait, à l'époque, il y avait encore le Covid qui était extrêmement présent. Et notamment en Amérique du Sud, où nous, on était à ce moment-là, toutes les écoles étaient encore fermées et il y avait très, très peu d'activités en présentiel. Les gens portaient les masques partout. Voilà, il y a encore beaucoup de contraintes liées à la pandémie. Ok. Mais alors, du coup, vous avez quand même eu la petite formation d'avant-départ, donc qui existait déjà, le programme ambassadeur existait déjà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quoi ça consiste? Enfin, Stéphane nous l'avait un petit peu expliqué, mais du coup, ton point de vue à toi, de la personne qui a reçu la formation, comment ça s'est matérialisé? Alors déjà, tout simplement, on s'est retrouvés en visio avec plusieurs familles pour partager ce temps de formation. Il y en a même eu 2. On nous présente déjà l'association. En fait, c'est tout bête, mais c'est important d'avoir un vocable aligné pour qu'on puisse déjà tous présenter l'association en utilisant les mêmes mots et en sachant bien décrire quelle est sa mission et à quoi elle œuvre au quotidien. Donc voilà, on nous a projeté un petit PowerPoint, tout simple, mais qui a le mérite de reposer les bases de ce que fait l'association, quelle est sa mission, quels sont ses partenaires aussi pour nous permettre de contextualiser aussi un peu ce qui est fait au-delà de la mission qui va nous être entre guillemets assignée. Et puis je dirais surtout que c'était un temps ludique aussi, c'est-à-dire que déjà les enfants étaient les bienvenus. Donc c'est vrai que c'est chouette parce que alors, nous elles y étaient pas parce que je me rappelle même plus mes contraintes logistiques, j'avais été la seule à me connecter, mais il y avait des familles avec leurs enfants qui participaient, donc l'idée c'est que ce soit pas trop abrupt, que tout le monde puisse en retirer quelque chose. Et puis, je pense que l'enjeu, c'était surtout nous sensibiliser à ce que demain on ferait dans les écoles et donc nous donner des exemples hyper concrets de choses qui peuvent être faites qu'à l'époque, Stéphane notamment et Hélène avaient pu tester dans des établissements, eux, quand ils y étaient allés. Voilà, des petits tips très concrets parce que ils savent que quand tu es en voyage, tu as aussi 1000 autres choses à penser liées à ton voyage, c'est-à-dire où est-ce que je dors demain, où est-ce que je prends le bus, voilà, tous ces trucs du quotidien. Et que finalement, on n'a pas énormément de temps non plus à consacrer à de la prospection. Donc voilà, c'était bien recaler le rôle de chacun pour qu'on sache ce qu'on a à faire et qu'on soit entre guillemets efficace, quoi. Ok. Et du coup, ce que vous avez à faire, c'est aller dans des nouvelles écoles qui sont pas encore dans le réseau pour leur présenter et les inviter à rejoindre le réseau? Ou est-ce que c'est aussi de l'animation un peu du réseau déjà existant en allant dans les écoles qui sont déjà connectées? Eh ben, les deux, mon capitaine. Alors, il y a les deux. Façon très concrète, nous, quand on est allé au Cambodge,
On a fait les deux, c'est-à-dire on a on a été à Phnom Penh, où il y a le lycée français Descartes, qui fait déjà partie du réseau. Et donc, comme il y avait eu en plus la pandémie, pareil, eux, ils avaient été fermés super longtemps. L'action liée à l'association, en fait, elle s'était un peu arrêtée. Et donc voilà, tout l'enjeu, c'était de faire un petit coucou. Et au final, on a été invités dans le lycée avec les enfants. On a été en classe en primaire. Et on est venu présenter déjà notre voyage, se présenter nous, et puis échanger justement avec les enfants dans la classe sur reparler de l'association pour réactiver un petit peu justement les actions que eux pouvaient faire. Et en plus, c'était un lycée assez il y avait des profs assez actifs, on va dire, investis. Donc voilà, donc ça fait partie du rôle d'ambassadeur que de continuer à mobiliser les établissements qui sont déjà présents dans le réseau. Et à côté de ça, on est allé aussi à la rencontre de nouveaux établissements pour essayer de les faire rentrer dans l'assaut. Et donc, alors là, pour le coup, les établissements qu'on a rencontrés, c'était des établissements cambodgiens avec voilà, des enfants cambodgiens qui parlent pas autre chose que le cambodgien. Donc, tout de suite, c'est un peu plus l'aventure, on va dire. Un peu moins facile qu'au lycée français. Ouais, c'est moins facile parce qu'il y a la barrière de la langue, mais en même temps, on se rend compte que c'est une barrière, mais pas tant que ça non plus. C'est-à-dire qu'on arrive à communiquer et en tout cas à vivre des moments très très forts en termes d'émotion, parce que l'homme est ainsi fait que il va chercher en fait des palliatifs en fait pour communiquer, et que finalement on arrivait assez facilement justement à se donner un cours de langue. Nous on leur apprenait quelques mots d'anglais, de français, puis ils nous apprenaient la même chose en cambodgien, et c'est assez vite très touchant, je trouve. Enfin, Ouais. ces moments comme ça, puis au milieu des enfants, quoi. Il n'y a rien d'autre, donc voilà. Donc, après, c'est pas évident parce que justement, comme il y a la barrière de la langue, pour passer le stade du temps d'échange qu'on prend tous ensemble et les faire véritablement entrer dans le réseau, ça demande aussi un peu d'explication de texte, de montrer l'outil, la plateforme en fait qui va être la base de la relation entre les différents établissements. Et ça se fait rarement en un rendez-vous. C'est-à-dire que donc nous, ambassadeurs, on va venir, on va faire une présentation, on va partager ce moment-là. Mais l'idée après, c'est surtout de passer le relais à d'autres ambassadeurs qui, venant au même endroit 3 semaines plus tard, un mois plus tard, vont récupérer la petite graine qu'on a commencé à faire germer et vont revenir pour continuer ce travail de pédagogie. Et puis, on espère au bout d'un moment faire entrer l'école ou les écoles dans l'association. Oui, ok. Donc en fait, il y a aussi il y a un réseau d'ambassadeurs où vous êtes aussi les uns les autres en contact. Ouais, et en relais les uns des autres. C'est-à-dire finalement, tu travailles, tu fais ça pour toi, pour ta famille, pour les moments que tu vas partager, puisque tu as envie de vivre quelque chose un peu hors des sentiers battus. Mais tu le fais aussi en te disant, ceux qui vont arriver derrière, ce serait bien qu'ils puissent récupérer le fil, enfin tirer le fil pour arriver à concrétiser à un moment donné ce que nous, on a commencé, quoi. Ouais, ok. Et comment tu trouves ces écoles? Tu vois, comment tu trouves une école au Cambodge qui n'est pas encore connectée au réseau et tu te dis, tiens, on va tenter le coup avec cette école. Comment ça marche? Alors, j'ai envie de te dire que tous les moyens sont bons, c'est-à-dire que ton bon vieux Google peut t'aider. C'est-à-dire que parfois on faisait des recherches, enfin justement je tapais école française à tel endroit en me disant si c'est une école française, peut-être que j'aurai moins la barrière de la langue et ça peut me faciliter un peu la vie. Après, il y a toute l'équipe support en fait de l'association. Et c'est l'enjeu de ce que je fais aujourd'hui, où je ne voyage plus, mais où je continue à aider, d'apporter de l'aide, de l'extérieur, à ceux qui sont ambassadeurs, qui n'ont pas forcément le temps de faire beaucoup de recherches,
Ouais. Donc je fais ça. Stéphane le fait. Nous, à l'époque, c'était Stéphane beaucoup qui nous disait, bah tiens, vous êtes où? Donc déjà, on s'identifie sur une carte régulièrement. En tout cas, on est censé le faire. Parfois, on n'était pas très bons élèves. Donc, ça permet d'avoir une map quand même un peu à jour pour savoir où sont les familles. Et puis, bah, ceux qui sont en support en France, ça permet de dire, ah bah, tiens, là, il y en a qui viennent de débarquer aux États-Unis. Si j'ai leur itinéraire, je vais voir un petit peu quels établissements je peux leur pousser, faire une petite recherche pour les nourrir et leur éviter, eux, d'avoir à faire ce travail un petit peu de recherche en amont, quoi. Ouais, ok. Mais tout le monde met la main à la pâte. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais est-ce que les ambassadeurs, vous avez une forme d'obligation quand vous rentrez dans le programme? Ou alors, bon, bah, si vous visitez des écoles, tant mieux, et puis bah, sinon, tant pis. Non, il y a pas d'obligation de résultat, c'est surtout une obligation de moyens, entre guillemets. Et encore, moi, je l'ai jamais vécu comme tel. Je pense qu'après, tout le monde part du principe que dès lors que tu décides de t'investir, en fait, c'est un choix totalement personnel et Ouais, libre. Donc, dès lors que tu décides de t'investir, bah, tu le fais, mais chacun va le faire à la mesure de ce qu'il est capable de donner aussi en temps, parce que parfois, c'est vrai que dans le voyage, on s'en rend compte, on est aussi pris par le voyage lui-même qui est extrêmement chronophage ou qui génère aussi de la charge mentale. Donc, il y a des phases où on ne va pas du tout être actif pour l'association parce que on ne peut pas. ouais, bien sûr. Il y a C'est un d'autres. peu ce à quoi je pensais, quoi, parce que quand tu voyages au long cours, ton voyage, il est pas du tout organisé longtemps à l'avance, quoi. Donc, Non, bah tu es nous, en c'est plus permanence en flexible. recherche de où est-ce qu'on va demain, la semaine prochaine, les transports, les Ouais, logements, les activités, etc. Donc, tout ça, c'est déjà une charge mentale supplémentaire qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. Et ouais. donc, ça prend du temps, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est une des choses les plus difficiles. Après, je pense que voilà, globalement, le ressenti que j'ai, enfin, nous en tout cas, on avait décidé consciemment, voilà, en conscience de s'impliquer dans l'association. Donc, on a toujours gardé ça à l'esprit. Après, voilà, il y a des moments où il y a d'autres choses qui priment et on se dit, je pense qu'on se dit tous que c'est pas grave. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est aussi le rôle des relais qui ont été mis en place justement sur la métropole, entre guillemets, ou en tout cas en support. C'est vraiment de pouvoir permettre aux ambassadeurs d'être plus efficaces et plus réactifs en leur évitant ce travail un peu de recherche qui lui est chronophage et qui fait que bah, peut-être parfois ils s'impliqueront pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Alors que Ouais. si tu arrives en disant, bah, tiens, à Phnom Penh, il y a déjà 7 établissements que tu peux aller voir, c'est tout de suite plus facile. Ça fait gagner un temps précieux. Mais voilà, globalement, il faut vraiment avoir en tête que c'est une expérience gagnante pour tout le monde. C'est-à-dire Ouais. que les voyageurs vont vivre des moments d'émotion, de partage très forts dans les pays, dans les écoles. Et puis l'association, elle bénéficie justement du travail qui est fait au quotidien. Et encore, j'aime pas trop le mot travail, mais voilà, en tout cas de ces temps d'échange, de ce que ça génère après de mise en relation entre écoles et d'animation du réseau. Ouais. Ouais, ouais, ok. Et donc vous, dans votre voyage, est-ce que donc tu nous as parlé du Cambodge. Alors après, comme vous avez voyagé, la pandémie n'était pas encore vraiment terminée. Est-ce que vous avez visité beaucoup d'écoles ou comment ça s'est passé? Non, alors c'est vrai que pour le coup, comme nous, alors on est rentré dans le réseau un peu tardivement par rapport au démarrage de notre voyage qui avait déjà commencé, et deux, il y avait la pandémie. Ça a mis quand même une grosse barrière pour rencontrer des établissements. Toute l'Amérique du Sud, tout était encore en distanciel. Ouais, ouais. Les enfants n'étaient pas revenus dans les classes, hein. Ils ont mis énormément de temps à reprendre le chemin vraiment de l'école. Donc finalement, on n'a pas rencontré énormément d'établissements. C'était d'ailleurs un peu frustrant. Mais bon, ça s'est fait comme ça et entre guillemets, enfin c'est pas grave quoi. Pour le coup, après on a pris des contacts dans certains pays aussi et on espère que bah, derrière ça sert à d'autres qui peuvent maintenant eux aller les voir et bah, c'est pour ça que moi j'avais envie aussi au retour
de continuer un peu l'aventure autrement, à défaut d'être en voyage et justement dans les écoles, mais de pouvoir participer, aider les voyageurs parce que j'avais vécu l'autre côté de la barrière, entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais vécu justement ce moment où t'aimerais participer, t'aimerais aller voir des établissements, mais t'as pas le temps de chercher, t'es tout le temps en speed, etc. Et donc, je mesurais à quel point c'est précieux d'avoir des gens qui peuvent faire cet exercice-là pour toi en support, quoi. Ouais, j'imagine. Et dans les écoles que vous avez visitées là au Cambodge, du coup, vous êtes allés tous les 4, j'imagine, avec les enfants, bien sûr. Ouais. Comment ça se passe en fait? Est-ce que vous avez assisté à des classes ou alors vous avez vous aussi du coup joué un peu le rôle du professeur avec quelques mots d'anglais et de français? Quelle a été aussi la place des filles? Je me demande. Alors, on est venu dans des classes. On n'a pas vraiment assisté à des classes. Enfin, ils ont perturbé un peu leur programme Ouais. pour nous accueillir, justement pour qu'on puisse partager vraiment un temps d'échange, parce que la barrière de la langue est tellement forte que assister à une classe, en fait, ça aurait été un peu pour nous très hermétique, en fait, comme temps. Donc, ils ont tout de suite été plutôt force de proposition pour qu'on puisse justement échanger autour de nos langues respectives. Donc, c'était assez mignon pour le coup. Et après, par contre, je dirais que c'est quand même nous, parents, qui étions plus... qui étions moteurs, ça c'est sûr, mais qui étions plus sur le devant de la scène parce que... alors après, je pense que ça dépend vraiment des enfants, hein, mais nous, nos filles, elles étaient un peu en surtimidité, quoi. Enfin, je sais pas si... Je dirais pas que c'est la barrière de la langue parce que les enfants passent facilement outre ça en général, mais il y avait quand même un côté un peu deux contre tout le monde, quoi. Ouais. Deux petites blondinettes dans une classe d'enfants de 30 ou 40, parce que parfois ils étaient quand même très nombreux. Je pense qu'il y avait un petit sentiment de solitude. De se sentir et puis de se sentir vachement regardée, touchée, tu vois, elle venait leur toucher les cheveux et sur le moment elles n'étaient pas à l'aise. Elles ont eu vachement de mal à se décoincer. Ouais, c'était assez rigolo. Alors qu'elles sont pas spécialement timides en général, mais voilà, là il y avait, je pense, un effet un peu surnombre et on se sent un peu seul. Et puis elle parle français, mais elle parle pas l'anglais, elle parle pas d'autres langues aussi, qui faisait que nous, on a plus de facilité à créer des ponts en fait et à retomber un peu sur nos pattes. Et est-ce que peut-être l'expérience était un peu différente au lycée français du coup? Parce que d'un coup, tu n'as plus cette barrière de la langue. Et elle pouvait là s'exprimer, dire bah voilà, moi je m'appelle Juliette, j'ai 6 ans et demi et mon tour du monde, je suis allée dans tel pays, j'ai vu tel truc. Donc c'est plus facile pour elle de s'impliquer entre guillemets émotionnellement, je dirais, dans des établissements qui sont francophones. Après, je pense que encore une fois, ça dépend vraiment des enfants parce que j'ai vu d'autres témoignages de gens avec des enfants qui ne parlent pas plus de langue que ça et qui ont complètement dépassé cette barrière-là, quoi. Après, je pense aussi que ça dépend beaucoup les pays parce que il y a aussi des différences culturelles dans l'accueil, dans la façon d'aller vers l'autre. Le Cambodge, c'est un pays où les gens sont beaucoup en retenue. Oui. Et ces différences culturelles, elles sont quand même, je pense, très, très... elles jouent énormément dans le rapport qu'on va développer l'un avec l'autre dans ces moments-là. Et, voilà, il y a une forme de timidité générale, je pense, un peu contagieuse. Et au Cambodge, comment c'est dans les classes, je veux dire, dans les écoles, les enfants, ils sont en uniforme, c'est des écoles mixtes, comment ça se passe là-bas? Ouais, alors les écoles qu'on a fait, nous, c'était dans les campagnes.
Donc, c'est des petits-enfants qui sont très courageux, hein, parce que certains, ils marchent plusieurs kilomètres le matin, certains une dizaine de kilomètres, hein, pour venir à l'école et Ah ouais. d'autres, pareil, ouais, à pied. Ils sont en uniforme, effectivement. Et puis, pour le coup, nous, on était dans des classes ouais, mixtes, parfois même de niveau combiné, parce que comme justement ils sont dans les campagnes, il n'y a pas forcément assez d'effectifs pour faire une classe avec que des niveaux CE1, enfin, équivalent CE1. Ouais. Et donc parfois il y avait 2, 3 niveaux mélangés dans une même classe, bon, c'est un schéma finalement qu'on a chez nous aussi, hein. Mm. Et voilà, donc ouais, après c'est rigolo effectivement de voir ce côté très l'uniforme, tu vois, nos filles elles ne connaissent pas forcément. Une forme c'est pas rigidité, mais en tout cas d'harmonie qu'on ressent énormément. Parce qu'on est un peu tous au diapason, au même rythme. Je pense que c'est plus le bazar chez nous. Écoute, oui, pour être allée parfois faire des activités dans les classes de mes enfants. Parfois, je me dis, mais c'est complètement la foire. Ils sont tous debout, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, quand il y a des parents qui sont invités, c'est aussi des moments qui sont plus relax. C'est pas des cours très formels, hein, donc à chaque fois, quand on y va, on n'a qu'une vision partielle de comment ça se passe. Mais bien sûr. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, on sent, en tout cas au Cambodge, on sentait quand même une forme de rigidité quand même dans le format de ce qu'est l'école et on sent des enfants qui étaient très respectueux. Enfin, oui, il y a une forme de respect qui est très très visible et qu'on ressent énormément. Ah ouais, ok. Est-ce que du coup vous avez parfois adapté votre itinéraire pour pouvoir aller voir une école? Alors, c'est pas arrivé, mais ça aurait pu parce que des adaptations d'itinéraire, on en a fait plein dans le voyage en fonction des contraintes qu'on rencontrait. Donc, si on avait eu une opportunité d'aller voir une école à tel endroit, oui, on aurait pu vraiment le faire. Ouais. On l'aurait fait avec plaisir, quoi. Mais c'est vrai que l'occasion s'est pas présentée, hein. Ok. Est-ce que tu aurais, je sais pas, une petite anecdote ou enfin quelque chose qui s'est passé dans une école que vous avez observé ou quoi qui vous a marqué que aujourd'hui quand vous y repensez à votre rôle d'ambassadeur, c'est une image qui vous revient? Bah, c'est pas une anecdote en tant que telle, mais c'est vrai que quand on est allé dans cette école au Cambodge, là, dans les campagnes, ça a été une journée, en tout cas moi, Aurore, que j'ai trouvée extrêmement forte parce que parce qu'on sentait qu'on voyait vraiment les choses de l'intérieur, quoi. Mm. Et c'est vrai qu'au-delà du rôle d'ambassadeur, tu vois, de concrétisation de demain de l'école, de la faire rentrer dans le réseau, etc. C'est vrai que dans ces moments-là, on vit aussi un temps un peu égoïste de juste où on prend les émotions qui sont là et qu'on partage avec tous ces enfants. Et enfin, je trouvais que c'était une journée énorme, quoi. Enfin, je suis rentrée le soir, je me rappelle, j'étais épuisée. Ouais. Et je sentais que voilà, j'avais absorbé comme une feuille de buvard voilà, toutes les émotions de la journée avec ces enfants, avec les bruits des enfants aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé dans une école et qu'on n'avait pas entendu plein d'enfants crier en même temps. Et ouais, enfin, moi, ça m'avait fait un bien fou, quoi. J'en garde un excellent souvenir et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je recommande à des familles qui partent faire un tour du monde de s'impliquer dans l'asso s'ils en ont envie. C'est que je trouve que ça donne vraiment un sens à ton voyage et ça vient le compléter sur une facette un peu différente. C'est-à-dire qu'il y a le voyage et la découverte des pays, des paysages. Mais là, c'est une immersion dans un pan très précis de la vie quotidienne des gens. Et voilà, et c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Ouais. Et les filles, est-ce qu'elles en reparlent? Je me disais comme elles, tu vois, elles sont retournées à l'école du coup depuis 1 an. Ouais. Est-ce que parfois elles en reparlent? Elles font des comparaisons ou pas ou... Pas spontanément. Après, font des comparaisons, oui. Si, je me rappelle que ça les avait
ça les avait un peu marquées dans le sens où, bah oui, elles se rendaient compte que il y avait des enfants qui étaient habillés en guenilles, que justement ils avaient beau avoir un uniforme, bah, leur uniforme il était déchiré, taché, abîmé, que certains ils avaient pas de chaussures aux pieds. Enfin, c'est déjà le voyage, mais comme l'école c'est un cadre un peu strict partout. Ben, elle s'était rendue compte qu'effectivement, elles avaient la chance d'étudier dans des conditions qui sont royales, quoi. De la même façon, on est arrivé, on avait acheté en route des cahiers, des stylos pour distribuer à l'école. Bah, c'est vrai qu'au début, Juliette, quand on a acheté des cahiers, mais pourquoi ils n'ont pas leurs cahiers, leurs parents ils leur achètent pas des cahiers? Ben non, parce que en fait, ça coûte de l'argent. Donc c'est aussi un moyen d'aborder en fait la différence sociale, la différence culturelle. Voilà, mais c'est pas, elle reparle pas forcément du temps passé dans l'école Ouais. en soi, c'est plus ce que ça a généré de questionnements, de questions sur le pays, sur les différences qu'on a, qu'on vit, nous en étant français. Et voilà, je pense que ça leur fait mesurer encore plus la chance qu'elles ont d'être françaises, ouais, d'avoir un passeport français, d'être libres. Ouais, c'est sûr. Je pense que après un an de voyage, tu t'en rends compte, quoi, de la chance que tu as d'être français, de toute la sécurité qu'on a, enfin, du coup, du confort de la vie, évidemment, l'accès à l'école, aux soins. Enfin, c'est. Exactement. Ouais. Ça, et je pense que pour les enfants, au début, c'est toujours un peu difficile à mesurer. C'est quelque chose qui peut être assez vite impalpable, et alors que toi, ça te paraît évident, enfin, quand tu voyages. Mais voilà, là, ça permettait de faire ce que je disais tout à l'heure, une sorte d'immersion euh, un peu plus dans la vie des gens, quoi, hein, et en l'occurrence des enfants. Ouais. Et est-ce que depuis votre retour, vous envisagez reprendre le rôle d'ambassadeur peut-être sur des moments plus courts, tu vois, parce que souvent, c'est vrai qu'on l'imagine sur des voyages au long cours, mais Ouais. imaginons, tu pars 3 semaines en vacances en Asie, peu importe où, en Amérique du Sud, enfin peu importe quel pays. Est-ce qu'on peut être ambassadeur sur un temps si court et est-ce que Ben, c'est vous marrant. pensez reprendre cette casquette? Ouais, c'est rigolo que tu me poses cette question parce que je me posais la question sur l'été, parce qu'on part 3 semaines cet été. On va en Israël, Jordanie, et je me demandais, voilà, après, enfin, l'été, c'est pas forcément la période la plus Oui, ça dépend du coup voilà, où tu les vas, parties du monde, ouais. exactement. Mais pour moi, c'est pas du tout incompatible, hein. Je pense que c'est pas parce que tu pars sur un temps plus court que c'est pas faisable. Parce que parfois, il suffit de 2 jours où tu vas être dans une ville et que tu vas finalement avoir l'opportunité de rencontrer une école et de lui présenter l'association, les programmes, de partager un temps avec eux et au final de la faire adhérer, quoi. Donc ouais, je pense que c'est complètement envisageable. Ouais. Et tu disais, vous aviez passé la journée là dans cette école dans la campagne au Cambodge. Ouais. C'est un peu enfin, je sais pas s'il y a un format un peu cadre ou, enfin, oui, typique d'une visite d'école, mais c'est souvent comme ça. C'est une journée Bah, en immersion. il n'y a pas de format cadre. Je pense qu'en fait, tu t'adaptes énormément à l'école. C'est-à-dire que Mm. en général, l'idée, enfin moi, ce que je leur disais, c'est de vous présenter au personnel enseignant la plateforme, l'outil pour voir si bah, ça peut vous intéresser. Vous montrer ce que ça fait concrètement, parce que c'est vrai quand on dit plateforme, parfois, Ouais, c'est sûr. c'est pas forcément une évidence, hein, donc de leur montrer ce que c'est, et puis leur faire une démo, hein, très bêtement. Et après, effectivement, le corollaire de ça, c'est d'aller partager un temps dans la classe avec les enfants, et effectivement, par exemple, de leur faire des activités, des choses qui seraient un support pour après eux exploiter justement dans les activités qu'ils feront dans le cadre de l'association. Mais il n'y a pas de format type. Enfin, je pense que faut de toute façon se laisser un peu porter par ce que l'établissement va te proposer, par la culture de chaque pays qui est quand même très différente. On sent qu'ils appréhendent pas du tout les choses de la même façon.
C'est vrai que quand tu contactes un lycée français, c'est tout de suite plus cadré. Pourquoi vous voulez venir chez nous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, on te laisse pas rentrer non plus comme ça. Faut montrer patte blanche. On écrit des mails un peu type, tu vois, avec des arguments importants à redonner. Quand on prend contact avec un établissement au Cambodge, comme là, c'était le cas, c'était un peu plus artisanal. Mais voilà, après, je pense que la clé, c'est quand même d'être flexible et très adaptable. Sinon, si tu es très rigide sur le format que tu veux appliquer, ça peut coincer un peu, quoi. Ouais, ça peut générer des frustrations, Ouais, à minima. Et je pense qu'en plus, on se rend pas compte, mais parfois, je parlais des différences culturelles. Enfin, il y a des pays où il y a des façons de faire qui sont pas du tout les nôtres. Et donc, on peut aussi commettre des impairs sans le vouloir, parce qu'on est peut-être trop intrusif, donc c'est pour ça que c'est bien d'y aller à tâtons, entre guillemets, et puis de sentir un peu les choses avec nos interlocuteurs. Ouais. Et du coup, est-ce que les personnes de l'asso qui sont en France, quoi, un peu qui sont en backup, donnent des petits indices comme ça sur comment les différences culturelles? Tu dis faut pas commettre, enfin oui, c'est pas il faut pas, mais tu peux commettre des impairs parce que tu es trop intrusif ou pas assez, ou trop démonstratif ou pas assez, etc. Est-ce que il y a des petits indices, enfin, tu vois, des petits guides qui sont donnés ou pas, ou c'est Alors, peut-être pas là-dessus, parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez fin et qui n'est pas encore totalement mesuré. Et puis, l'asso, elle a quelques années, mais le programme Ambassadeur, il est encore très récent, donc il est encore en construction. Tout l'enjeu, c'est un peu c'est de repartir aussi des expériences vécues. Nous, on était les premiers. Enfin, derrière, on a débriefé, on a identifié justement des choses qui étaient très bien, d'autres qui étaient améliorables. Et c'est un programme qui va vivre, qui se construit encore avec les retours des ambassadeurs. Donc, je pense que c'est un peu maintenant que ce genre de choses va arriver pour peut-être étoffer le kit entre guillemets que tu as à disposition quand tu arrives. Après, ce qui est génial dans l'asso, c'est que au-delà du fait que toi tu te sens utile, tu es embarqué dans une équipe. Et si tu as un doute, une question, tu envoies un message, on te répond, Stéphane, il te répond. Voilà, tu n'es pas tout seul dans ta barque. Et voilà, à défaut même lui d'avoir des réponses sur certains trucs, il peut quand même te donner un petit décryptage ou ce qu'il en pense. Et ça, c'est chouette parce qu'on se sent tout le temps soutenu. On s'est jamais senti seul, tu vois. Et donc ça permet d'avoir des réponses à tes questions. Ouais, c'est chouette. Du coup, vous intégrez une communauté. Dans la communauté, j'ai envie de dire, parce que déjà, quand tu es autour du Mondiste, tu fais déjà un peu partie d'une communauté quand tu rencontres des voyageurs en cours de route. Mais j'avais quelques petites dernières questions, parce que je vois que le temps défile. Est-ce que, du coup, vous en avez parlé dans l'école des filles, là, en rentrant de ce programme de United Schools? Est-ce que l'école des filles, du coup, a intégré le réseau? Alors non, je t'avoue que c'est une petite frustration pour moi. Voilà, là j'en ai pas reparlé depuis un moment. Je pensais justement le refaire, mais c'est vrai que c'est plutôt quand on est parti en voyage. Pendant le voyage, on avait gardé contact avec l'école, mais dans l'école de Charlotte notamment, qui était en CM, pendant qu'on était en voyage, j'étais en CM1. Moi, je pensais que ça allait vachement les intéresser parce que c'était les âges parfaits, je trouvais, pour faire vivre les types de projets qu'il peut y avoir. Ouais. Et pas du tout. Donc après, je pense que c'est très... ça va énormément dépendre des maîtres, maîtresses, de leurs affinités. Tu vois, même au début, au-delà même de l'association, je voulais faire vivre le voyage dans l'école, dans la classe de Charlotte avec ses copains de classe. Et on m'a dit non, bon après ça c'est votre business. En gros, si vous voulez garder le contact avec les parents, les enfants, vous le faites, mais nous, l'école, on ne fera pas vivre ce truc. J'avais été un peu choquée parce que je m'étais dit, c'est quand même dommage quand tu as une gamine qui part explorer le monde pendant un an. Il y aurait eu moyen de faire vivre des projets
pendant ce temps-là, quoi, sans que ce soit trop chronophage, parce que j'ai bien conscience qu'il y a des programmes et tout. Après, à l'heure des charges, c'est vrai qu'on est parti pendant le Covid. Je pense que ça a été des années, très difficiles pour le personnel enseignant, où ils avaient plein de choses à penser au-delà des programmes scolaires, et que voilà, ce truc-là est peut-être pas arrivé au bon moment. Mais donc voilà, on n'a pas réussi à le faire vivre, mais je ne désespère pas. Dans l'école de Juliette, justement, maintenant qui va rentrer en CE2, je pense que même son maître, là, il faudrait que je lui en reparle, parce que je pense que ça peut l'intéresser. Ouais, c'est vrai. Franchement, après avoir discuté avec Stéphane, là, je pense que c'était en janvier ou février, qu'on avait enregistré l'épisode, et je m'étais dit, tiens, moi, je pourrais aller en parler à l'école des garçons. Et oui, je me suis tout de suite dit, ouais, il y a des enseignants, je pense bien que ça pourrait les intéresser. Il y en a, par exemple, nous, quand on est rentré d'Inde, on a fait 2 semaines en Inde à la Toussaint l'année dernière. Là, cette année, les 2 maîtresses des enfants ont été hyper intéressées, leur ont demandé, est-ce que vous pouvez nous raconter, etc. On fait un petit temps d'exposé et tout ça. Et en effet, ça n'a pas toujours été le cas dans d'autres classes, à raconter des voyages ou des choses comme ça. Donc oui, je pense que c'est assez dépendant de l'enseignant, de son feeling. Et puis, c'est vrai quand même qu'ils ont des contraintes avec un certain nombre d'heures à passer à faire du français, des maths, de l'histoire. Enfin bref, il y a un programme, quoi. Ils sont pas à l'école juste pour faire des activités selon le bon vouloir des parents. Donc c'est sûr que ils ont un cadre à respecter, et puis ils sont pas tous enclins à saisir les opportunités de la même manière. Et il y en a qui vont être branchés voyage, et puis d'autres moins, oui, quoi. Je pense aussi. Voilà, il y a vraiment l'affect au sujet qui va parler. Ouais. Mais c'est vrai que plus on en parle, et plus on fait grossir, on a des chances de faire grossir le réseau. Donc ça, c'est vrai que ça peut être sympa. Ouais, tout à fait. Et juste pour conclure, du coup, je voulais te demander, à ton avis, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté de plus pendant votre tour du monde que vous n'auriez pas eu sinon? Est-ce que ça a généré... Alors après, c'est vrai que vous, ça a quand même été particulier, parce que ça n'a pas pu être un fil rouge sur tout le voyage, à cause de la pandémie principalement, mais est-ce que ça vous a apporté quand même un petit truc en plus qu'il n'y aurait pas eu? Oui, moi je dirais que la première chose, c'est qu'on se sent utile. Donc c'est pas désagréable d'avoir l'impression d'aider un peu. Alors très modeste, évidemment. Mais c'est vrai qu'on se sent utile. Et puis on sort un peu de la case touriste. C'est-à-dire que en général, on fait des choses, même en étant tour du mondiste, un peu on est sur les sentiers battus. Et là, ça permet de vivre des expériences qui sont un peu différentes du cadre habituel. Et ça, c'est vraiment... je pense qu'à la fin, c'est parmi les choses qui restent le plus dans les souvenirs. De vraiment aller en immersion auprès des gens, tu vois. Ouais, on était vraiment dans les campagnes, voir une forme de grande pauvreté aussi, mais pas avec ce côté parfois un peu voyeur, justement, qui est toujours délicat. En fait, c'est difficile de se positionner, justement, quand on voyage. On veut pas être voyeur, et en même temps, on veut comprendre aussi le pays de l'intérieur. Ouais. Je trouve que c'est une belle manière justement d'appréhender la culture du pays autrement. Et les enfants, sont des facilitateurs incroyables d'échanges et d'émotions, quoi. Donc voilà, rien que pour ça, ouais, c'est une belle expérience. Ok, écoute, merci beaucoup, Aurore. Je propose qu'on termine ici sur cette note. Je te sens un petit peu émue quand même à repenser à tout ça. C'est vrai que ça remue plein de souvenirs, et c'est des beaux moments. Vraiment, j'en garde plein de petits papillons dans le cœur. Bon, super. Et je pense que ça s'entendra du coup, et peut-être que ça va achever de convaincre des futurs voyageurs de se lancer dans l'aventure.
En tout cas, il ne faut pas hésiter à aller regarder le site United Schools. Il y a une page dédiée aux ambassadeurs. Ouais. Il y a aussi des pages Instagram, donc voilà, qui sont très riches de contenu, d'informations. Et puis, il ne faut pas hésiter à solliciter les ambassadeurs, même moi ou d'autres, pour poser des questions. Ouais, ok. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Là, sur le blog, il y a déjà les liens sur le précédent épisode que j'avais fait avec Stéphane, mais je remettrai tout ça, évidemment. Un grand merci, Aurore. Merci à toi. À bientôt. Ça marche. Un grand merci à Aurore pour son témoignage et ses explications, ses éclaircissements. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur en quoi consiste en fait le rôle d'ambassadeur, ou comment se matérialise une expérience de visite d'école dans un pays étranger. C'est vrai que ça fait souvent partie quand même des envies des voyageurs au long cours qui partent en famille, mais on se demande toujours un peu comment on peut concrétiser ce genre de projet. Et donc United Schools et le programme d'ambassadeurs est une des manières, ce n'est pas la seule évidemment, c'est une des manières d'accéder à ce genre de rencontres qui vous laissera évidemment des souvenirs mémorables. J'étais très heureuse de mettre en lumière le rôle d'ambassadeur et une nouvelle fois l'association United Schools. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, nous laisser un petit commentaire, nous écrire sur Insta, le partager sur les réseaux ou juste dans votre entourage, juste en parler à des gens dans la vraie vie, c'est bien aussi. Un grand merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.